Si vous pouviez remettre en location un bien aujourd'hui qui était interdit à la location, si vous pouviez acheter dans l'ancien avec des dépenses de travaux moins importantes qu'avant pour défiscaliser vos loyers. Bon, c'est pas des promesses en l'air, ça va peut-être devenir réalité. C'est deux exemples parmi d'autres de ce que prépare une nouvelle loi logement qui vient de passer au Sénat. Attention, bon, il y a des promesses, hein, effectivement, mais derrière, il y a des conditions. Il y a des délais qui risquent d'être un peu serrés, puis surtout le fait que la loi n'est pas encore votée définitivement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va regarder concrètement ce que ce texte, assez important pourrait changer pour vos investissements, et puis, bah, les opportunités qui pourraient, éventuellement être à saisir dans les mois qui viennent suite à cette nouvelle loi. Passion Immo, c'est parti. Alors pour commencer, on va faire un point une distinction qui est une distinction assez fondamentale pour la suite, pour pas qu'il y ait de confusion. Pourquoi? Le dispositif Jeanbrun, qu'on a appelé aussi le statut du bailleur privé, alors il est né dans la loi de finances pour 2026, il est en vigueur depuis le 21 février 2026, il fonctionne donc depuis quelques mois. Je ne vais pas détailler ici ce dispositif Jeanbrun, j'y ai déjà consacré plusieurs épisodes, et puis il est même possible de télécharger une fiche complète sur le Jeanbrun gratuitement. J'ai mis le lien dans les notes de l'épisode, ce qui fait que si vous voulez vraiment approfondir ce dispositif, bah, je vous conseille d'aller télécharger cette fiche, elle donne toutes les informations de manière plutôt rigoureuse. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, c'est pas le propos, mais disons, bon voilà, vous me connaissez. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, j'essaie d'être assez strict et rigoureux quand même dans les informations que je donne. Donc ça, c'est le dispositif Jeanbrun qui existe déjà. Et puis on a actuellement un projet de loi relance logement, alors qui est porté par le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, donc il porte aussi son nom parfois, mais c'est un texte distinct du dispositif Jeanbrun qui existe déjà. Simplement, il va venir potentiellement réajuster le dispositif Jeanbrun. Ce texte, ce projet de loi relance logement, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du texte, c'est un texte assez court, une dizaine d'articles, classés dans 3 titres principaux. Donc c'est un petit peu ce qu'on va regarder dans l'épisode d'aujourd'hui. Même si, attention, je ne vais pas tout détailler dans ce nouveau texte. Il y a des choses qui vont intéresser plutôt l'aménagement urbain, je vais le laisser de côté, etc. Je vais vraiment examiner ce qui risque de vous intéresser, c'est-à-dire d'intéresser l'investisseur en immobilier. Alors maintenant, où en est le texte? D'où il vient? Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent? Parce que là-dessus, il faut être toujours extrêmement, rigoureux parce que moi, je fustige toujours ceux qui vendent du rêve dans les publications, dans les, posts, que ce soit sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux, qui prennent pour argent comptant un texte qui est simplement en cours de discussion. Il faut toujours bien scinder les choses. Un texte en discussion, il n'est pas rentré dans ce qu'on appelle le droit positif, hein, il est en gestation, donc il faut attendre avant de savoir ce qui éventuellement sera dans le texte définitif. Alors, l'actuel, texte en discussion a été présenté au en Conseil des ministres il y a très peu de temps, le 24 juin 2026, donc à la limite ça fait seulement quelques jours, et d'ailleurs je le dis au passage, je voulais pas me précipiter pour faire un épisode, j'attendais simplement de savoir où on en était. Jauger un petit peu les déclarations des uns et des autres, notamment, du côté du Sénat, bah, pour voir un petit peu quelles sont les chances quand même que ce texte, aboutisse. Et là, on commence à avoir une première idée quand même s'il reste des incertitudes, je vais en parler. Dès le lendemain, le 25 juin, le premier ministre a retiré, de l'Assemblée, nationale, ce texte et il l'a déposé au Sénat. Alors on va dire c'est une
manœuvre, j'aime pas le mot, mais disons que c'est une manière d'accélérer les choses, c'est une manœuvre technique, on va dire, voilà, 1re lecture au Sénat. Bon, fondamentalement, ça change les choses et puis je pense que c'est pas ce qui vous intéresse fondamentalement, mais je préfère le signaler, voilà, pour être un peu rigoureux. Le gouvernement, il a engagé une procédure accélérée le 25 juin, ce qui fait que ça va permettre une seule lecture du texte dans chaque, chambre, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat et là, on devrait aller un petit peu plus vite. Pourquoi le gouvernement veut aller vite? Ben, tout simplement parce que le calendrier s'accélère. On va avoir, très, très vite, hein, à la rentrée vont venir les premières discussions sur le vote de la loi de finances pour 2027. On sait que ce vote va être compliqué, on va être en pleine, période, préélectorale, d'élection présidentielle, tout ça risque d'être compliqué. En fait, pour être honnête, tout texte qui ne serait pas voté avant l'examen de la future loi de finances, il risquerait de passer à la trappe, par la suite. Donc volonté du gouvernement, c'est d'aller assez vite là-dessus et c'est plutôt, positif. Ça a été examiné en commission des affaires économiques du Sénat le 1er juillet. Il y a eu des amendements, une vingtaine environ. Il y a eu une séance publique les 7 et 8 juillet, donc là, pour le coup, extrêmement, très récemment. Et là, le 8 juillet, le Sénat a adopté le texte en 1re lecture avec quelques modifications. Là, on en est, à ce stade, ici, donc ça date, tout simplement d'hier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le texte va repartir à l'Assemblée nationale pour sa 1re lecture, puisque je le rappelle, on a, préféré, faire une 1re lecture au Sénat. Alors là, on va être aux alentours de septembre-octobre. Comme c'est une procédure accélérée, on aura une lecture dans chaque chambre. S'il y a 2 versions, différentes au Sénat et à l'Assemblée nationale, on aura une commission mixte paritaire pour trouver un compromis entre députés et sénateurs. Et si jamais il y a un désaccord, le texte reviendra devant les 2 assemblées. Bon, bref, voilà un petit peu le schéma. Ce qu'il faut retenir de ça, tout simplement, c'est que là, on va être dans une pause et l'examen définitif, bah, il va intervenir simplement en septembre-octobre. Donc on peut faire des extrapolations, mais par rapport à ces extrapolations. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quel est le détail quand même de ce texte. Alors, le texte, il prévoit en fait d'améliorer le dispositif Jeanbrun, c'est pour ça que je le rappelais dans mon introduction. Il prévoit d'améliorer ce dispositif Jeanbrun. Ça, c'est très intéressant. C'est assez rare, hein, d'ailleurs, qu'on ait ça, c'est-à-dire un texte de loi qui avait été voté et très vite derrière, des éléments de rectification et d'amélioration. Alors, on pourra toujours dire, comme toujours, c'est toujours pareil, hein, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Certains pourraient dire oui, mais il fallait y penser avant, etc. Bon, ben voilà. Après tout, moi je vois le positif. On amende et on améliore un texte quelques mois après qu'il ait été voté. On va pas s'en plaindre. Le Jeanbrun, qu'est-ce que c'était? Alors, on peut considérer que ça remplace le Pinel, mais à la fois pour l'ancien et le neuf. Pour rappeler très très vite les choses, puisque je rappelle, hein, si vous voulez vraiment des informations très complètes sur le Jeanbrun, allez télécharger la fiche que j'ai rédigée à ce sujet. Je vais vraiment dans le détail en expliquant ce qu'il en est du dispositif. Bon, l'allocation nue, c'est ce qui est privilégié ici. On s'engage sur 9 ans de location. Les loyers sont plafonnés selon 3 niveaux, intermédiaire, social et très social. Donc ça veut dire on fait pas ce qu'on veut comme, quand on loue un bien dans le cadre du Jeanbrun, mais c'est exactement la même chose avec le Pinel, hein. Il y a rien, d'original ici. Il y a pas de zonage géographique, donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est une des innovations du Jeanbrun. Vous n'êtes pas en train de regarder à la loupe la carte de France en disant: «Si j'achète là, je suis dans le dispositif, si j'achète à tel endroit, je n'y suis plus». Non, tout le territoire est concerné. L'originalité, c'est qu'on va amortir le bien, qui est un dispositif qu'on réserve normalement à la location meublée. Voilà, il y a une base amortissable de 80 du prix d'achat du bien et on va bénéficier d'un amortissement pendant toute la durée de location, 3,5 par an sur un loyer intermédiaire. Bon, avec un plafond, et cetera. Je ne vais pas aller dans le détail. Le dispositif en soi, alors il est à la fois critiqué, beaucoup disent: «Oui, c'est pas suffisant». On est d'accord, c'est ce qui va amener d'ailleurs les rectifications, prévues
par la loi. Donc, il faut examiner en fait le Jeanbrun vraiment à la loupe quand on veut faire un investissement. Faut pas le jeter non plus, hein. Il y a des situations où c'est intéressant, mais tout s'y prête pas. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut dire à ce stade. Alors maintenant, j'en viens à la loi, qui est votée, qui est en examen actuellement, ce qu'elle changerait par rapport au Jeanbrun. En fait, elle corrigerait une grande partie des critiques qui avaient été, formulées. Il y a plusieurs assouplissements qui sont prévus. Le premier, c'est le seuil des travaux. Quand on voulait acheter dans l'ancien, dans le cadre du Jeanbrun, il fallait un montant de travaux représentant 30 du prix d'acquisition. C'est beaucoup, hein, ça veut dire qu'on réserve à ce moment-là, l'opération vraiment de l'ancien dégradé dans lequel on va faire des travaux très importants. C'était sans doute trop élevé. Le projet de loi prévoit de raboter ce seuil de 30 à 20. Donc on a un ticket dans l'ancien d'entrée, un ticket d'entrée dans l'ancien rénové qui baisse, c'est plutôt intéressant. Grande nouveauté, l'ouverture aux maisons individuelles. Les maisons individuelles n'étaient pas dans le périmètre du dispositif Jeanbrun. Ici, on les autoriserait. Donc, c'est quand même important parce que la maison individuelle, d'une part, elle se porte pas si bien que ça. Et puis ça permettrait finalement d'ouvrir le parc de biens, de maisons donnés à la location. Troisième aménagement, on ouvrirait le Jeanbrun aux locaux non résidentiels transformés en logements. En clair, je prends des bureaux, je prends des commerces, je les transforme en logements. Le Jeanbrun rentrerait ici dans ce type d'opération. Alors là, c'est peut-être le truc sur lequel je suis le plus dubitatif, tout simplement parce que on sait très bien avec le recul que la transformation de bureaux de commerce en logement, ça marche pas très bien parce que les locaux ne s'y prêtent pas toujours, ça demande des travaux considérables, etc. Et je me réfère toujours à une étude qui avait été réalisée, il y a quelques années qui montrait que dans bien des cas, transformer ce type de locaux, finalement, ça coûte moins cher de démolir et de reconstruire plutôt que de transformer des locaux à usage de bureaux et de commerce en les transformant. Donc à voir. Et le quatrième assouplissement, c'est une exigence énergétique assouplie. Donc ça, c'est intéressant parce que on avait quand même, ici des exigences qui étaient trop fortes, hein, en matière, de DPE, une fois qu'on avait acheté un bien dans l'ancien pour le louer. Donc là, on aurait, un assouplissement qui serait réalisé. Donc finalement, tout ça est plutôt honnête et bien perçu, si on allait au bout. Donc voilà, concernant le Jeanbrun, l'assouplissement qu'il pourrait. Deuxième volet, c'est qu'on a dans l'article 6, il concerne les passoires énergétiques. On sait qu'on a des logements classés F et G qui sont interdits à la location. Ça fait beaucoup parler. Alors là, il y a un dilemme, hein, je le tranche même pas là parce que je pense que ce dilemme, il est beaucoup plus complexe que le débat qu'on veut bien en faire. On l'a réduit, de manière parfois un peu caricaturale en disant: «Oui, mais des fois, il vaut mieux que les gens ils aient un toit plutôt que, de rien avoir et qu'il vaut mieux avoir un toit avec des performances énergétiques, faibles plutôt que de rien avoir du tout». Bon, oui, comme ça, pourquoi pas, hein, voilà, ça dépend ce qu'on y met derrière et cetera. Donc si vous voulez, on va tenir compte de ce constat pour dire qu'après tout, avec, ces logements classés F et G, qu'on remet, dans le circuit locatif, bon, c'est une manière aussi de répondre à la crise du logement. Alors par contre, il y aurait des conditions. Les conditions, ça serait pour le propriétaire qui a des logements classés F et G, donc on l'autoriserait alors soit à continuer sa location, soit à remettre en location s'il est sous le coup d'une interdiction. Il faut qu'il signe un engagement de travaux avec un délai de 3 ans pour une maison individuelle et 5 ans en copropriété, le temps d'atteindre un classement D plutôt que F ou G suite à des travaux qu'il aurait réalisés. Voilà, c'est une ouverture ici que l'on veut créer. Alors évidemment derrière ça pose beaucoup de questions.
On a des associations qui sont très critiques parce qu'on a cru voir dans la loi que l'engagement du propriétaire à réaliser des travaux, ça serait qu'un engagement, il y aurait pas de vrai contrôle, donc effectivement, ça serait un des points faibles de la chose et certains ont dit que le délai de 5 ans, c'est un délai qui est court. Bon, voilà, peut-être que sur tout ça, il y aurait des aménagements, mais ça, c'est une piste intéressante qui permettrait effectivement à remettre sur le marché de la location des biens qui en avaient été exclus, mais sous réserve que des travaux soient réalisés, ce qui après tout, bon, est légitime parce qu'on veut éviter, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, ici. Ensuite, autre élément, parce que comme je l'ai dit au début, je ne vais pas, détailler tous les points de la loi, je vois uniquement ceux qui peuvent vous intéresser. L'autre, point de la loi, alors c'est un bonus, le terme bonus est un peu usurpé, mais bon, c'est pour résumer, un bonus copropriété. Alors je vais résumer. Aujourd'hui, quand vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique, il faut une majorité absolue dans une copropriété. Donc ce qui fait que, on a quand on dans des copropriétés, ben, parfois une minorité de copropriétaires qui veulent surtout pas faire réaliser des travaux et les travaux sont bloqués. Ce qui fait que finalement, bon, ça bloque un petit peu tout le monde. On passerait d'une majorité absolue à une majorité simple qui serait beaucoup plus facile à atteindre dans les copropriétés. Donc ce qui fait qu'on en attendrait que, des travaux de ce type qui seraient bloqués depuis longtemps, dans une copropriété, bah, finalement on parviendrait à les voter, de manière beaucoup plus, facile. Il y a un volet confort d'été qui a été ajouté par le Sénat, parce qu'évidemment, quand on est en pleine situation de canicule, on se préoccupe de cette question, voilà, pour faciliter l'installation de volets, de stores, de climatisation. Pareil, c'est un volet intéressant que je trouve plutôt pragmatique parce que dans les copropriétés, c'est pas toujours simple d'installer, des volets, des stores ou une climatisation quand elle n'existe pas. Donc là encore, à voir ce qui, sera, produit sur cette partie du texte, quand il reviendra, devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'en disent, les principaux acteurs aujourd'hui? Parce que voilà, moi je trouve ça intéressant de regarder un petit peu, les prises de position des uns et des autres. Alors il y a ceux qui soutiennent et ceux qui sont assez critiques. Alors du côté de ceux qui soutiennent, bon évidemment il y a le ministre, alors ça bon, ce serait étonnant que le ministre ne défende pas son propre texte, hein. Lui, il parle d'un partenariat gagnant-gagnant, et que ça devrait provoquer un choc de rénovation. Bon, le terme est un peu fort parce que bon, choc de rénovation, on verra. Côté majorité sénatoriale, il y a plutôt un accueil favorable au texte. Alors, il y a une voix au sein de la majorité sénatoriale, c'est Dominique Estrosi Sassone, qui est plutôt spécialiste des questions de logement, d'immobilier, d'habitat, qui en général a une parole plutôt compétente, équilibrée, intéressante. Donc elle parle d'un texte utile, qui est fidèle aux attentes des territoires, mais c'est pas ça qui va résoudre, la crise, voilà, à lui tout seul. C'est pas ce texte qui va résoudre la crise, uniquement, par, ce vote. Côté propriétaire, on a l'UNPI, qui salue plutôt une première étape. Donc ça veut dire que quand on salue une première étape, ça veut dire qu'on en attend quelque chose, derrière, mais que ça reste à améliorer et à consolider. Au passage, il faudra regarder avec attention, une mission qui a été confiée, par le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, à Sylvain Grattalou. Alors qui est Grattalou? Tout le monde ne le connaît pas nécessairement, c'est le président de l'UNPI et on lui a confié une mission sur le rééquilibrage des rapports entre bailleurs et locataires et la lutte contre les impayés. On attend là encore cet autre volet, alors évidemment qui ne fait pas partie, du texte de loi actuel, ça viendra plus tard, mais c'est quelque chose là encore qui sera intéressant, dans la suite des différents textes finalement qui sont votés pour améliorer, la situation du logement en France.
Alors par rapport aux impayés, moi il y a une chose que j'attends avec impatience, hein, concernant le travail de la commission de Sylvain Grattalou, c'est peut-être des statistiques fiables sur la situation des impayés parce que c'est un point d'achoppement, tout le monde, raconte un peu son discours à ce sujet-là. Il y a ceux qui minimisent la situation des impayés, il y a ceux qui la grossissent, mais il faut reconnaître qu'on n'a pas de statistiques très fiables là-dessus, donc j'espère qu'on aura un éclairage, sur ce sujet. Alors par contre, il y a ceux qui critiquent, hein, alors on a notamment le mouvement HLM, on a Emmanuel Cos, qui bon, en fait, elle résume sa position par une formule, c'est un texte qui était nécessaire, mais il est tout sauf suffisant, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a les associations de locataires, les associations, sur l'environnement, alors qui sont très opposées à l'article 6 dont j'ai parlé, hein. C'est celui qui veut remettre sur le marché des biens, mal classés, F ou G. Alors eux disent: «Ben non», en fait, si je résume leur position, ils ont tendance à dire, «Faut arrêter, les propriétaires, ils ont eu une dizaine d'années pour faire les travaux, ils les ont pas faits et on reporte encore une fois». Là, il y a un point de vue qui est pas faux, hein, cela dit, c'est-à-dire c'est pas que d'il y a quelques mois qu'on a annoncé, comme ça brutalement que les biens, classés F ou G allaient être interdits de location, ça fait déjà longtemps. Voilà, tous les propriétaires ne prennent pas leurs décisions au tout dernier moment, mais il y en a certains, voilà, qui découvrent quand même, l'existence de cette exigence. La Confédération nationale du logement, bon, elle accuse, le gouvernement de vouloir sauver les bouilloires thermiques, et la Fondation pour le logement défavorisé, qui a une voix là aussi, assez entendue, hein, sur ces sujets, elle y voit une occasion manquée parce que, voilà, elle tient quand même cette fondation, elle tient à ce que, on propose aux locataires, bah, des biens, suffisamment décents à la fois, l'été et l'hiver et là, bon, on repousse finalement, les travaux qui seraient à réaliser. Alors, un peu pour, terminer, hein, là-dessus, oui, j'ai voulu faire un point assez rapide, finalement. Il y a des points de vigilance à avoir, hein, pour les investisseurs aujourd'hui. Moi, j'en ai mis en évidence quelques-uns. Bon, le premier, c'est qu'évidemment, tout ce que je viens de dire, c'est pas voté, hein, c'est pas voté. Prudent. Il y a des directions qui sont plutôt claires et puis on voit naître une forme de consensus. Dans ces cas-là, on parle de loi transpartisane, c'est-à-dire ça transperce les clivages, traditionnels, politiques. Ça veut dire simplement une chose: bâtissez pas une stratégie sur des règles qui sont toujours pas votées, hein. Ça serait un peu ridicule et puis méfiez-vous des conseils qu'on vous donnerait sur des textes de loi, bah, qui ne sont encore pas passés, et donc qui peuvent en fait changer, pas mal, d'ici l'automne. Alors attention aussi au périmètre du texte, on touche pas ici à la fiscalité. La fiscalité, ça sera a été l'objet de la loi de finances pour 2026, notamment le dispositif Jean Brun. Ça sera l'objet de la future loi, de finances pour 2020 dans ce texte en discussion. On touche pas du tout à la fiscalité, donc n'attendons pas, je sais pas moi, des relèvements de plafond sur le déficit foncier. N'attendons pas des améliorations fiscales, je sais pas moi, sur le micro-foncier et cetera. C'est pas le sujet, hein, ici, donc voilà, ça pour l'instant on laisse de côté et le ministre d'ailleurs l'a rappelé qu'il n'est pas question d'introduire ces dispositions dans ce texte. On parlerait, bon c'est le terme technique, de cavalier budgétaire si c'était le cas et ça aurait tous les risques d'être retoqué par le Conseil constitutionnel. Autre point de vigilance, bah, évidemment tout ça ne change rien sur les règles de revente. On sait que ce soit dans le Jean Brun ou dans la location meublée, on fait des amortissements, mais ces amortissements, on les réintègre au moment de la revente, ce qui fait qu'on paye un impôt sur les plus-values immobilières beaucoup plus élevé. C'est le cas depuis 2025. Alors, ce surplus de plus-value immobilière, d'impôt sur les plus-values immobilières, il ne détruit pas l'avantage fiscal, hein, faut rester modéré par rapport à ça. Ça veut dire qu'il le diminue, mais que, l'avantage fiscal, il peut se rattraper à la sortie au moment de la revente. Donc il y a quand même une réflexion ici à avoir.
Bah, qui veut dire tout simplement qu'il faut préférer la détention longue pour gommer cette réintégration des amortissements. Et puis, bah, on verra, moi c'est mon autre point de vigilance, est-ce que cette loi elle aura, des incidences, est-ce qu'elle va convaincre, les bailleurs, soit d'investir, soit de remettre sur le marché des biens? Alors ça, c'est moins sûr. Il y a une enquête récente qui a montré que, mmh, très important quand même des bailleurs sont pas incités aujourd'hui à investir. La rentabilité, elle est leur premier frein. Ils considèrent que la rentabilité aujourd'hui sur les investissements immobiliers, elle est pas suffisante. Ont-ils tort? Non, pas tout à fait, hein, il faut le reconnaître. Et puis c'est une manière de dire, bah, que la fiscalité, l'avantage fiscal, il fait pas tout, hein, qu'il y a aussi, d'autres éléments, de ce type. Bon bref, conclusion, hein, cette fois, on a un projet de loi, qui est en discussion. Il va falloir encore le regarder attentivement. Pas de hâte à conclure parce que ce serait trop tôt. Ça pourrait rouvrir la porte de la location de certains biens, donc plutôt intéressant. Et puis pour l'investisseur, bah, un peu plus de biens éligibles, dont les maisons, notamment, mais ça va faire peser plus de responsabilités sur les travaux. Donc il y a des incertitudes encore à ce niveau-là. Restez connectés parce que de toute façon, dès qu'il y aura à la rentrée, quand l'Assemblée nationale va se saisir du texte, bah, je reviendrai là-dessus quand on aura des informations plus complètes. Je vous souhaite un bel été et à très bientôt.